Bonsoir, désolé pour le problème technique. Je ne sais pas d'où il vient, mais normalement ça va. J'ai emprunté un autre ordinateur qui est plus stable, sur une connexion plus stable. Alors, je suis David, je suis le fondateur des éditions Forges de Vulcain, que j'ai fondé en 2010 avec des amis. Je suis le seul éditeur à bord. Mes amis m'ont apporté de l'argent et beaucoup de gentillesse. Et avant d'être éditeur, j'étais chercheur en philosophie. Donc j'ai fait une thèse de philosophie sur la psychologie de la création artistique. Et, et depuis 10 ans, donc, je suis éditeur. J'ai publié pour les Forges 120 livres. Et au début des Forges étaient une maison généraliste qui faisait des essais et de la littérature. Et maintenant, on fait à 90% de la littérature, plutôt des romans. Et les romans les plus connus du catalogue, c'est Une bouche sans personne de Gilles Marchand, À crier dans les ruines d'Alexandra Kochelik, Souviens-toi des monstres de Jean-Luc Dachano, Uther Pendragon de Thomas Pock et État de nature de Jean-Baptiste de Froment. Voilà. Le son était parfait en tout cas. Le son était bon? Ok. Oui, le son était bon et je disais, parce que mon micro était coupé, que l'ouvrage de Froment était adapté justement en livre de poche récemment là. Oui. Jean-Baptiste, il est sorti le 19 mars, soit vraiment pendant le confinement, et il est finaliste du prix Point Seuil du meilleur roman francophone. Ouais. D'accord. Et bien, je l'ai lu, il est top. Ouais, je l'ai lu aussi et il aura peut-être ma voix, oui. J'ai rien dit. Moi, j'avais une question, David. Déjà, c'est donc tu es seul apparemment, donc pour tout faire. Est-ce que tu prends des illustrateurs pour les couvertures qui sont assez merveilleuses déjà? Et comment tu choisis tes textes? Oh là Zoom, c'est pas le truc où on n'a que 40 minutes parce que je vais. On a plus. On peut relancer. On peut relancer. On a toute la nuit. Alors, sur les couvertures, depuis le début des éditions Forges de Vulcain, je travaille avec la même illustratrice qui s'appelle Elena Vieillard, que j'ai recrutée alors qu'elle était encore en école d'art. En fait, quand elle sortait d'école d'art en 2010, elle a écrit à tous les éditeurs de France et de Navarre, et je crois que j'ai été le seul à répondre. Et parce que dans son CV qui était en ligne, elle racontait son projet de fin d'études que j'ai trouvé passionnant parce qu'il ne parlait pas du tout d'édition. Elle réfléchissait sur l'affiche politique. Elle disait un truc très intéressant sur le fait que l'affiche politique en France, c'est devenu très très moche dans les années 80 parce que les affichistes politiques ont commencé à faire comme les publicitaires, c'est-à-dire beaucoup de photos et moins d'illustrations, moins de graphisme. Et le problème, c'est que pour faire de la belle photo, il faut de l'argent. Et bien sûr, quand vous êtes affichiste, vous n'en avez pas. Donc, ils ont commencé à faire des affiches très, très laides. Et je me suis souvenu, en fait, que beaucoup de grands auteurs de couverture, dès les années 20, maintenant, les années 20, c'est les années 1920, voilà. Dès les années 1920, c'était des affichistes politiques aussi, notamment les éditeurs, par exemple, la maison d'édition Fischer en Allemagne, qui a été une des premières maisons à publier Franz Kafka en allemand. Et donc, je l'ai recrutée comme ça. Et elle est avec moi depuis le début des Forges et elle grandit elle-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours eu les mêmes couvertures. On a plusieurs âges graphiques dans les Forges. Et mon but actuel, quand je fais des tours en librairie, c'est de faire disparaître les âges graphiques précédents. C'est-à-dire d'être sûr qu'il n'y a que les nouvelles couvertures qui sont là. Et voilà, donc en fait, Elena Vieillard, vous pouvez aller sur son site internet qui est très bien fait. Et d'ailleurs, on a enregistré une émission de 45 minutes la semaine dernière qui est sur le SoundCloud des Forges, où elle explique un peu son travail. Et sinon, sur la sélection des textes, c'est assez compliqué parce que finalement, je me suis rendu compte que dans le catalogue des Forges, il n'y a que 3 textes qui sont arrivés par la boîte à manuscrits. Et sinon, non, 4 qui sont arrivés par la boîte à manuscrits. Sinon, très souvent, ça m'arrive par des biais un peu différents. Gilles Marchand, il m'avait vu en conférence au Salon du Livre. Jean-Baptiste de Froment, j'avais fait mes études avec lui.
mais on n'était pas très, très proches. En fait, on est devenus amis les dernières années, mais en fait, on n'était pas très proches pendant nos études parce qu'il était un peu plus âgé que moi. Il y a plein de biais. En fait, c'est toujours très délicat de dire qu'on publie des gens alors qu'on ne les a pas reçus par la poste. Et ça donne toujours l'impression que l'édition, ça repose sur la connivence, le copinage, ce type de choses. Ce qui n'est pas vrai parce que, en fait, l'expérience que j'ai le plus souvent, c'est des amis qui m'envoient un manuscrit et qui se disent David, c'est un copain, donc en fait, ça sera facile d'être publié. Et en fait, je passe mon temps à dire non à des amis. La plupart du temps, ils le prennent très bien. Pas tous, mais presque tous très bien. Voilà. Et en fait, si j'ai tendance à publier parfois des gens que je connais ou je suis depuis longtemps, c'est parce que la publication, c'est un processus assez complexe qui peut être douloureux par moment. Moi, je dis toujours qu'on va rencontrer des difficultés et que la question, c'est pas est-ce qu'on va rencontrer des difficultés, mais comment on va les surmonter ensemble. Et donc, autant avoir un très haut niveau de confiance dans la personne. Alors, il y a différentes façons de savoir qu'on a confiance en la personne. Parfois, sans la connaître personnellement, il faut la suivre depuis un certain temps. C'est-à-dire, Gilles Marchand, c'était quelqu'un dont je connaissais les nouvelles, dont je connaissais le travail comme éditeur d'une toute petite maison d'édition associative qui fait de la nouvelle. Alors Jean-Baptiste de Froment, c'était très différent parce qu'il rentrait dans le cas de figure où c'est une sorte d'ami au sens étendu qui me propose un manuscrit. Et donc, avant même de le lire, j'étais déjà prêt à dire non. Parce que je me disais, c'est tous ces anciens camarades d'études qui m'envoient des manuscrits. Et puis, je me dis, c'est quand même quelqu'un que je connais, donc il faut que je lise un peu pour trouver des bonnes raisons de dire non, pour pouvoir argumenter la lettre de refus. Et puis, Jean-Baptiste, j'ai lu de la première à la dernière page pendant un après-midi. Je lui ai envoyé le contrat le soir même. Voilà, donc je me prononce toujours sur les textes, mais c'est vrai que les critères de choix de la personne, c'est des critères importants. Quand je dis il va y avoir des problèmes, ça peut être des problèmes soit de production, soit de diffusion. Les problèmes de production, c'est qu'est-ce qu'il peut y avoir parfois, en fait, moi, j'ai plein de livres à gérer en même temps et donc l'auteur m'a prévenu qu'il ne pourra travailler sur le livre que pendant les vacances de février. Mais malheureusement, finalement, moi, je ne suis pas du tout disponible pendant les vacances de février parce que je dois travailler sur un autre texte. Et donc, j'écris à l'auteur qu'il faut qu'il vienne chez moi et il va dormir chez moi pendant 4 jours. C'est moi qui vais cuisiner parce que ma femme est en voyage. Je ne sais faire que de la soupe de patates, qui est un truc immonde, mais que je n'aime faire que parce que c'est très détendant. En fait, je passe mon temps à broyer les patates comme ça et ça me défoule. On a entendu ta recette de cuisine merveilleuse pour Facebook. Merveilleuse. Voilà, c'est ça, c'est ça. Oui. Et donc et l'auteur vient. Et bien sûr, si on n'est pas très proche, c'est difficile de demander ça à quelqu'un. Et après, les problèmes de diffusion qui peuvent apparaître, c'est il y a un problème dans l'impression, le livre est à une erreur de façonnage ou je sais pas, il peut y avoir toutes sortes de problèmes. Et en fait, c'est important de bien s'entendre. Et alors après, ce que j'ai trouvé assez fantastique, c'est comme je m'entends de mieux en mieux avec mes auteurs et que la plupart, c'est devenu des amis, en fait, il y a moins de problèmes qui arrivent. C'est-à-dire que j'essaye de devenir ami avec eux parce qu'on a des affinités intellectuelles, artistiques, et aussi parce que c'est plus agréable de travailler avec des amis, mais aussi parce que ça permet d'affronter ensemble l'adversité. Et puis finalement, il s'avère qu'on a de moins en moins de problèmes. Donc, tout va bien. Oui, alors là, j'ai parlé que des aspects humains. Il y a quand même des aspects de texte qui sont assez importants, mais la plupart du temps, je reçois les manuscrits uniquement en format numérique. Pour moi, c'est plus pratique de les gérer au format numérique. Et je commence la lecture de tous les manuscrits, mais en fait, généralement, je vais à la fin de la lecture que d'une quarantaine de manuscrits par an. Et sur environ 2500. Et sur les 40, il y en a finalement un. Généralement, ces 40-là, je les imprime, je les lis de fond en comble, je les annote. Parfois, je les lis 3-4 fois. Et généralement, à la fin, il n'en reste qu'un. Voilà.
Alors, il n'en reste aucun parce que je fais 10 publications par an. Mais sur ces 10 publications, il y a les deuxième, troisième, quatrième romans d'auteurs que j'ai déjà publiés et il y a des textes étrangers. Donc, finalement, je fais rentrer que 1 ou 2 nouveaux auteurs par an. C'est là où je voulais en venir. Et justement, sur le côté étranger, comment ça se passe? Est-ce que toi-même tu traduis ou est-ce que tu as fait appel à chaque fois à des traducteurs indépendants? Non, alors, au début des éditions Forge de Vulcain, je songeais à traduire moi-même parce que j'avais été un peu formé à ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que la plus grande qualité du traducteur ou de la traductrice, c'est pas simplement de bien traduire, c'est d'être capable de rester des mois sur le même texte, parce que traduire 400, 500 pages, c'est un dur labeur. Et donc, j'ai très vite renoncé à faire ça. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas immense valeur ajoutée là-dessus. J'ai eu beaucoup de chance parce que comme je travaillais initialement à l'université, j'avais un très bon réseau de traducteurs universitaires. Et donc, j'ai eu tout de suite des très bons traducteurs. C'est-à-dire, dès le début, les traducteurs des Forges ont gagné des prix. Donc, le problème n'a jamais été d'avoir des bons traducteurs. Et souvent, c'est plutôt moi qui choisis le texte à traduire et qui vais recruter le traducteur ou la traductrice. C'est différent de la manière dont ça se passe souvent dans l'édition. Dans l'édition, ça se passe souvent dans le sens inverse, c'est-à-dire que le traducteur ou la traductrice est une sorte d'agent informel de l'auteur ou de l'autrice étranger. C'est-à-dire que si un traducteur ou une traductrice repère un texte dans un pays étranger et va démarcher les éditeurs, les éditrices avec. Moi, ça m'est déjà arrivé de publier des auteurs comme ça. Il y a par exemple Charles Yu, qui est un auteur qui m'a été apporté par sa première traductrice, Aude Monoyer de Galland. Mais je crois que c'est assez rare dans le catalogue des Forges. Généralement, c'est moi qui choisis les textes étrangers. Et il y a 2 biais pour les choisir. Soit c'est moi qui, en faisant de la veille à l'international, ai repéré un texte qui m'intéresse. Alors, moi, je suis assez bon, je pense, pour tout ce qui est patrimonial, c'est-à-dire la littérature du 19e et 18e siècle. Mais en fait, les textes des Forges qui sont plus contemporains ont souvent été amenés par des agents. Donc, les agents, c'est des agents qui sont payés par les éditeurs étrangers, souvent des éditeurs américains. Et donc, c'est des Français ou des Françaises qui ont des gros catalogues à défendre et essayent de cerner la ligne éditoriale de chaque maison d'édition française. Donc, il y a 3-4 agences qui sont vraiment de très, très bon niveau en France et qui, tous les 3-4 mois, m'envoient une petite sélection de titres. Et moi, généralement, je les lis. Et des auteurs que j'ai repérés grâce à des agents, il y a Rivers Solomon, que j'ai publié l'an dernier et que je republie à l'automne. Et il y a surtout Luke Reinhardt, qui est un classique américain, qui est le dernier grand auteur américain. Alors, grand auteur, il y a d'autres grands auteurs américains, mais de sa génération, comme il a bientôt 89 ans, c'est le dernier grand de sa génération. Et justement, puisque vous parlez de ligne éditoriale, quelle est la vôtre en fait? En gros, parce que ça c'est compliqué comme question, mais vraiment dans les grandes lignes, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, il y a plusieurs façons d'aborder ça. Alors, je vais le dire d'abord d'une manière très précise, mais qui peut être un tout petit peu technique. Les Forges de Vulcain, c'est une maison qui fait ce qu'on appelle de la littérature spéculative ou de la transfiction. La littérature spéculative, c'est un terme éditorial américain pour désigner ce qui, au sein de la littérature générale, va avoir un peu d'imaginaire ou un peu de fantastique ou un peu de poésie, quelque chose qui… enfin, la littérature spéculative, c'est ce qui se distingue de la littérature réaliste. Donc, en littérature générale, l'angle spéculatif, c'est Kafka, c'est le réalisme magique, c'est Borges, c'est Boris Vian, c'est Romain Gary. Voilà, ça c'est ce pôle. Voilà. Le pôle réaliste, ça serait plutôt un pôle où vous auriez Dostoïevski. Donc pas de littérature directement réaliste aux Forges, et plutôt de la littérature entre guillemets spéculative. Alors, littérature spéculative, c'est un terme américain. Les éditeurs français parlent un peu de transfiction. Alors, la transfiction, c'est ce qui est à mi-chemin entre la littérature générale et les littératures de genre.
Donc, c'est ce qui est à mi-chemin de l'imaginaire et de la littérature générale, du polar et de la littérature générale. Globalement, pendant des années, ça a été très, très dur de définir la ligne des forges parce que je savais ce que je voulais publier. Je trouvais ça cohérent, mais la cohérence n'était pas très visible. Et là où ça bloquait le développement des forges, c'était en librairie. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'éditeurs et éditrices, on parle d'abord aux libraires, parce que c'est les libraires qui, en soutenant ou ne soutenant pas nos livres, les font vraiment exister. Et ils avaient du mal avec nos couvertures, ils avaient du mal avec la ligne éditoriale. Et ce qui s'est déclenché d'un seul coup, c'est en 2016, il y a eu un changement de couverture et l'arrivée de Gilles Marchand dans le catalogue. Et à ce moment-là, d'un seul coup, ça a donné une clarté à la ligne, qui était une clarté à la fois en termes de texte et en termes de maquette. Et après, le catalogue a continué à se déployer comme auparavant. C'est-à-dire que moi, je considère que les textes publiés avant 2016 étaient tout aussi bons. Ils avaient déjà rencontré une forme de succès d'estime, mais pas de succès auprès du grand public. Et c'est à partir de 2016 que ça a basculé. Mais ce qui est rigolo, c'est que jusqu'en 2016, chaque fois que je devais aller devant les libraires, je devais argumenter très longtemps sur c'est quoi la ligne des forges. Et en fait, à partir de 2016, la question ne se posait plus. Et c'est très révélateur de la manière dont fonctionne souvent la librairie, c'est que les libraires, ils ont besoin d'un livre référence, en fait. Et pour les forges, les livres références, d'abord, ça a été Gilles, puis après, ça a été, il y a eu Dachano, il y a eu Marie-Fleur Albecker, puis finalement Reinhardt, qui est un peu le pendant américain de cette ligne. Et petit à petit, ça s'est construit de manière qui, comme dans beaucoup de choses, on peut déterminer un air de famille, mais il est difficile de le formuler par une phrase. Il y a Martin qui est libraire, qui peut-être peut rebondir là-dessus. Oui, bonjour David. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas eu ce souci parce que justement, j'ai découvert les forges avec Gilles Marchand. Donc c'est vrai que je n'avais pas cette connaissance antérieure du catalogue des forges et ce problème de positionnement. Donc, et ensuite, c'est vrai que j'ai accompagné par mes lectures, j'ai continué d'approfondir ma découverte du catalogue des forges par les auteurs, les autrices que tu as cités, Marie-Fleur Albecker, Jean-Luc Daciano. Et donc moi, j'ai pas ressenti ce blocage ou ce flottement sur la manière de présenter les ouvrages des forges. Où est-ce que je vais ranger tel ouvrage. Voilà. J'ai eu moins ce dilemme-là. Donc, voilà. Mais j'ai découvert justement à la faveur de tes vidéos et puis de ce que tu dis là que effectivement le problème s'était posé pendant un certain nombre d'années pour toi. Voilà. Mais je ne l'ai pas ressenti comme ça, moi, en tant que plus jeune libraire qui est arrivé alors que ta maison était déjà installée. Le problème se pose assez rarement. En fait, il s'est posé un tout petit peu pour un titre qui est Uther Pendragon de Thomas Spock. C'est que, en fait, Uther Pendragon, c'est une contribution à ce continent de la fanfiction qui est le Graal, la matière du Graal. Mais c'est un texte qui est extrêmement littéraire. Et la difficulté, c'est que même si sur les tables imaginaires, il y a des textes de très grande valeur littéraire, pour nous, c'était difficile de le mettre en littérature générale parce que certains libraires n'avaient pas envie de le défendre en littérature générale. Et en littérature de l'imaginaire, on a un public qui parfois veut vraiment de la littérature de divertissement pur. Et Uther Pendragon, à cause de ça, a eu quelques difficultés de placement. Et ces jours-ci, je travaille sur un texte qui sera notre texte de sortie du confinement. Donc, en fait, comme beaucoup d'éditeurs et d'éditrices, j'ai diminué le nombre de titres du printemps. Donc, on avait 3 titres, on est passé à un seul titre. Tous les autres sont décalés à la fin de l'automne. Et le texte qui reste, c'est Un long voyage de Claire Duvivier, qui est un texte qui, en fait, est à mi-chemin de 2 rayons en librairie. Je pense que pour beaucoup de lecteurs, cette question ne se pose pas. Malheureusement, en librairie, elle se pose
pour des raisons très pratiques, parce qu'il faut bien organiser les livres dans une librairie. Et puis, il y a des lecteurs qui ne vont pas d'un rayon à l'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis qui, si j'essaye de leur faire lire un très bon texte imaginaire, ne veulent pas le lire. Et j'ai des amis, si je leur fais lire un très bon roman de littérature générale, ne veulent pas le lire. C'est des habitudes personnelles. Par exemple, sur mon bureau, j'ai l'édition américaine de La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin, qui est sans doute un des plus grands romans américains du XXe siècle. Mais vous voyez ce type de couverture. Moi, j'ai une très bonne amie, pourtant grande lectrice de littérature américaine du XXe. C'est le blocage total pour elle. Voilà. Donc, mais c'est un peu le cas de toutes les couvertures américaines, je trouve, moi. Pas simplement dans ce genre-là, tu vois. Oui, c'est vrai. Elles sont plus... Il y a plus de couleurs, plus de peps. Mais ça, depuis très longtemps, en fait. En fait, les Américains, ils trichent. Ce qu'ils font, c'est que souvent, pour contenter les deux publics différents, un public plus commercial, un public un peu plus snob, en fait, la couverture est une jaquette. Donc, en fait, la jaquette est très pimpante, et puis vous pouvez la retirer chez vous et avoir quelque chose de très sobre. Et finalement, c'est ce que, depuis 7-8 ans, fait Actes Sud quand ils ont refondu leur maquette grand format. En fait, ils ont gardé le même façonnage de livre, mais ils ont rajouté des jaquettes qui étaient plus illustrées. Et si vous enlevez la jaquette derrière, vous avez une couverture crème assez sobre. Et Gallimard fait ça aussi, notamment dans la collection littérature étrangère. Jean-Marc, tu voulais intervenir, je crois? Oui, vous évoquiez Reinhardt tout à l'heure. Moi, je voulais savoir comment Reinhardt était arrivé justement chez vous, comment ça s'est fait, et ce qui vous permet effectivement de republier le roman culte L'Homme D, qui n'était pas paru chez vous au début et qui là revient. Pourquoi il est allé chez vous sur Invasion et je crois que c'était chez l'Olivier qui était avant de mémoire. Donc, comment vous avez récupéré Invasion? Comment vous arrivez sur L'Homme D qui, je crois, a été épuisé? Enfin, il doit y avoir une histoire derrière tout ça. Oui, alors en fait, c'est une histoire assez simple. C'est donc Reinhardt, c'est un auteur américain qui écrit dès la fin des années 50, mais il est publié pour la première fois au début des années 70 avec un roman qui s'appelle en anglais The Dice Man et qui est un immense succès avant même sa publication. C'est-à-dire qu'à l'époque, un an avant sa publication, les droits d'adaptation cinématographique sont achetés par Paramount et Paramount l'achète à ce moment-là au plus gros prix jamais consenti pour l'acquisition d'un roman. Et le roman sort d'abord en Angleterre puis aux États-Unis. C'est un immense succès. Encore aujourd'hui, c'est un succès dans plein de pays. Ça sort d'abord aux Forges, en France, ça sort d'abord aux éditions du Seuil. Et puis des années après, quand Olivier Cohen, qui a été éditeur au Seuil et directeur du Seuil, crée les éditions de l'Olivier, qui sont une maison qui va rester un an indépendante, puis finalement revient très vite dans le giron du Seuil, il récupère ce texte et il le republie. Donc là, on doit être en 95. Et en fait, il va falloir quelques années pour que le texte décolle en France. C'est-à-dire qu'il avait eu sa petite existence dans les années 70. Il avait disparu un peu dans les années 80. Les éditions du Seuil l'avaient un peu laissé s'endormir. Et en fait, au début des années 2000, ça repart. Et notamment grâce à Emmanuel Carrère, qui, quand il a l'occasion d'en dire du bien, en dit le plus grand bien. Enfin, j'aurais dû dire dès le début quelle est l'idée de L'Homme D si vous ne connaissez pas. L'Homme D, c'est l'histoire d'un psychiatre qui s'appelle Luke Reinhardt. Je me souviens quand j'étais enseignant, la première fois où j'ai enseigné au lycée, j'avais une classe de sciences médico-sociales et en fait, à la pause, les élèves ont demandé s'ils pouvaient aller aux toilettes et en fait, la moitié de la classe n'est pas revenue. Et quand j'en ai parlé à mes collègues, ils m'ont dit « Mais t'es fou, les sciences médico-sociales, il ne faut jamais les laisser aller aux toilettes, elles reviennent jamais. » Les blogueurs, c'est pareil. Voilà, c'est ça. Donc, on revient, mais sous le... les éditions de l'Olivier publiaient L'Homme D dans leur traduction de 1973, publiée au Seuil. Et en fait, en 2016, l'agent de Reinhardt m'écrit et me dit Luke Reinhardt publie un nouveau livre qui s'appelle Invasion. Je vous le propose. Alors, j'étais très, très étonné pour deux raisons.
tout d'abord, je pensais que Reinhardt n'était l'auteur que d'un seul livre. Et je m'étais jamais, c'était idiot, mais je m'étais jamais demandé ce qu'il avait écrit d'autre. Et en fait, il a écrit plus d'une dizaine de livres, tous bien marché. C'est simplement que c'est un auteur, c'est l'auteur typique malmené un peu par l'édition française. Et l'autre chose, c'est que l'autre chose, c'est que j'étais étonné que les éditions de l'Olivier n'aient pas pris ce texte. Et en fait, ils avaient décliné de prendre Invasion. Et c'est pour ça que l'agent avait le droit de le proposer à tout le monde. Et moi, j'ai vraiment à ce moment-là découvert l'œuvre de Reinhardt. Donc, j'ai commandé tous ses livres, je les ai tous lus. J'ai trouvé Invasion fantastique. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que Reinhardt, c'est fondamentalement un auteur satirique. Donc, et tous ses textes sont des satires, mais souvent, ils changent de forme de satire, de forme de texte. Donc, dans sa bibliographie, il y a un roman post-apocalyptique sur l'Amérique de Reagan. Il y a un KPDP japonais. Il y a un roman érotique sur une secte en Californie. Enfin, c'est très varié, en fait, même si c'est toujours un peu satirique. Et je pense qu'il y avait une sorte de contresens dans l'édition française. C'est ce qu'avaient aimé les Français dans l'Homme D. Ils voyaient dans l'Homme D un grand livre sur la contre-culture. Alors qu'en fait, ce n'est pas fondamentalement ça. C'est-à-dire que Reinhardt est complètement en marge de la contre-culture américaine et n'est pas un auteur de la contre-culture. Reinhardt, c'est un auteur qui lorgne à la fois vers la France parce que c'est un grand lecteur de Molière, c'est un lecteur qui lorgne vers un auteur qui lorgne vers le théâtre, c'est un auteur qui lorgne vers la littérature classique, c'est quelqu'un de très lettré. Et je pense que les éditeurs français étaient gênés par le fait qu'ils changent de style, enfin de genre un peu à chaque roman, ce qui est toujours délicat parce que je pense que dans l'édition, on a tendance à vouloir dérouler, c'est-à-dire qu'un auteur, s'il a écrit du nature writing, il nous fasse du nature writing à chaque fois. Si c'est un auteur de roman policier qui se passe à Chicago, il faut qu'il fasse du roman policier qui se passe à Chicago. Et Reinhardt changeait à chaque fois. Et l'autre chose, c'est que l'Homme D, c'était l'Homme D. Et les autres textes, c'était des autres textes qui étaient très différents. Mais c'est la raison pour laquelle, pour moi, Reinhardt, c'est un grand auteur et pas l'auteur d'un seul texte. Donc, j'ai acheté Invasion. On a fait venir Reinhardt pour la promotion. Ça s'est excessivement bien passé. Il était très heureux. J'étais très heureux. Sa femme était très heureuse. Voilà. Je pense que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé avec quelqu'un qui a lu tous ses romans et qui a lu tous ses entretiens. Bon, à la fin, c'était un peu inquiétant, je pense, pour lui. Et puis, à la fin, il m'a dit que l'Homme D arrivait en renégociation et que ça l'intéresserait que je prenne l'Homme D aussi. Parce que je m'étais engagé à faire tous les Reinhardt. Et j'allais me retrouver avec tous les Reinhardt, sauf l'Homme D. Et donc, au moment de la renégociation, parce que les droits sur un roman étranger, maintenant, sont renégociés généralement tous les 10 ans, eh bien, c'est parti du côté des Forges. Ce qui était très bien parce que mon projet, c'était de faire retraduire tout Reinhardt, mais par une seule personne, qui est un très bon traducteur, qui est avec moi aux Forges depuis le début, qui est Francis Guévremont, qui a une très, très grande qualité, c'est qu'il a vécu 20 ans aux États-Unis et il a une très bonne connaissance de la culture populaire américaine, ce qui, pour traduire Reinhardt, est très important. Et il a vraiment trouvé la voix de Reinhardt. Et comme ça, on va avoir une édition complète de Reinhardt avec une homogénéité de voix, parce que c'est le même traducteur qui a fait toutes les traductions. Et c'est comme ça que l'Homme D est arrivé aux Forges. Et en octobre, je peux déjà vous annoncer, ce n'est pas encore public, que le nouveau Reinhardt arrive et ça s'appelle Jésus-Christ président. Ça sort pendant le dernier mois de la campagne présidentielle américaine. Et ça se passe en 2008. Et George Bush fait un discours où il explique encore une fois que dans ses décisions politiques, il est inspiré par Jésus. Et Jésus au paradis a ses oreilles qui sifflent et se dit « il m'énerve trop ce George Bush ». Et donc il descend sur Terre, prend le contrôle de George Bush et établit une république chrétienne sur Terre. Voilà. Et donc
il démantèle les armées, il crée le revenu universel minimum, il impose à des riches d'essayer de passer par le chat de l'aiguille. Enfin, voilà, littéralement tout ce que Jésus dit dans le Nouveau Testament. C'est bon, c'est vendu, David. Ouais, Voilà. acheté. Je comprends. T'en as 15 là. Alors, je rebondis. Et au sujet de Jean-Luc, David, c'est lui qui est venu vers toi ou c'est toi qui a fait la démarche parce qu'il est éditeur quand même aussi. Jean-Luc lui, Dachano. donc, ouais. Alors, Jean-Luc Dachano, c'est un des premiers éditeurs que j'ai rencontré. En fait, quand j'ai créé Les Forges, avec le premier roman, j'ai fait la tournée des libraires parisiens qui ont été pas tous très accueillants. Et une fois dans une librairie, c'était en fin de tournée, c'était un peu dur parce que la libraire était très hostile. Et elle me disait que notre livre était très très moche et qu'elle ne le lirait pas, elle ne le prendrait pas et que je n'y arriverais jamais. Et elle m'a montré un livre. Je ne dirais pas quel livre c'est. C'est un livre qu'à l'époque, je n'aimais pas du tout. Et c'était une bande dessinée et qui était, à mon sens, un plagiat d'une autre bande dessinée. Et je lui ai dit, mais me donnez pas ce livre comme modèle parce que pour moi, c'est un plagiat. Et elle m'a foutu à la porte très violemment de sa librairie. Et j'ai été rattrapé 10 mètres plus loin parce que j'étais vraiment complètement liquéfié par un petit homme poilu qui était Jean-Luc Dachano et qui, lui… était d'accord avec toi. Voilà. Non, pas du tout. Lui, il était venu vendre son propre livre parce qu'il était éditeur, donc il venait représenter sa propre maison d'édition. Et au lieu il s'est dit non, mais je vais aller l'aider, le pauvre. Et il m'a invité à prendre un café et il m'a dit tu sais, tu ne faut jamais dire que tu n'aimes pas un livre parce que là, ça a été le pire moment, la pire personne à qui tu pouvais le dire parce qu'elle t'a montré ce livre, parce qu'elle est libraire, mais elle est aussi éditrice et c'est elle qui a édité ce livre. Donc, depuis, je n'ai jamais dit du mal de ma vie d'un seul livre. Voilà. Gaston Lagaffe. C'était ça. Et donc, c'est quelqu'un que je connais depuis une dizaine d'années. On n'était pas très proches, même si j'admirais beaucoup son travail. Et en fait, quand il a passé 12 ans à écrire un roman, un roman somme, donc c'est ce qu'il ne faut jamais faire quand c'est votre premier roman. C'est-à-dire, généralement, c'est plus simple de faire un premier roman relativement court parce qu'il faut convaincre les gens de découvrir un nouvel auteur. Et convaincre les gens de découvrir un nouvel auteur avec un texte de 600 pages, foisonnant, avec une quarantaine de personnages qui se passe sur plusieurs dizaines d'années et qui parle en fait de 2500 ans de culture romaine et italienne. C'était un peu ambitieux. Mais l'avantage, c'est que Jean-Luc, c'est quelqu'un qui connaît très très bien l'édition, qui tenait absolument à être édité par un éditeur indépendant et qui observait comment tout le monde travaillait. Et en fait, il m'a proposé le texte parce que je pense qu'il voyait comment les forges fonctionnaient, il voyait que les forges avaient des bons résultats, il connaissait bien Gilles Marchand, il voyait que la maison se développait bien. Et donc, il m'a proposé le texte que j'ai accepté très vite et qu'on a publié et qui aujourd'hui, ce matin, j'ai appris que c'était finaliste du prix des Imaginales. Mais alors là, c'est Souviens-toi des monstres de Jean-Luc Dachano. C'est délicat parce que c'est un texte qui est vraiment à mi-chemin sur deux rayons, c'est-à-dire à la fois en littérature générale et en littérature de l'imaginaire. Est-ce que je peux poser… Oui, c'est bon. Je vais poser une question. Par rapport au libraire, là, quand tu as un refus comme ça, comme ça a été le cas apparemment à plusieurs reprises, est-ce que tu t'acharnes, tu retournes ou est-ce que tu retournes pas du tout chez le libraire en question? Est-ce que tu réessayes quand même? Alors, ça c'est un truc que j'ai appris, c'est que je cherche toujours des parallèles entre mes anciens métiers et le métier d'éditeur. Entre enseignant et éditeur, par exemple, on est dans une forme de transmission. On contribue à la conversation collective. Voilà, ça, c'est des points communs.
Mais une différence importante, c'est que quand j'étais enseignant, je pensais que l'enseignant, c'est celui qui s'adresse dans la salle à ceux qui ont le plus de mal. Et donc, qui sont même parfois les plus hostiles, en fait. Il faut aller les chercher. Et donc, au début des forges, j'étais un peu en mode enseignant. Plus on me résistait, plus je m'acharnais. Et je me suis rendu compte fondamentalement, mais on apprend que l'édition, c'est un commerce. Et le commerce, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'aller voir les gens hostiles. Il faut plutôt repérer les gens enthousiastes et les travailler. Et donc, en fait, les libraires qui n'aiment pas les forges ou ne sont pas intéressés, ou voilà, je les ai un peu abandonnés. Mais c'est pas… Et par contre, je me suis complètement détaché de ça. C'est-à-dire qu'au début, ça m'énervait beaucoup parce que c'était vraiment une question narcissique. Et après, j'ai fini par comprendre comment travailler les libraires. C'est-à-dire, ils ont leur goût, ils ont leurs lecteurs et leurs lectrices, et ils ont droit à l'erreur aussi. Je sais que moi, je fais des erreurs. Les erreurs, par exemple, que je fais, c'est parfois, je reçois un très bon manuscrit et je lui dis non. Donc voilà. Et de la même façon, il y a des libraires, je pense qu'ils ont fait une erreur, mais ce n'est pas très grave. Parce que j'ai suffisamment de libraires qui aiment les forges, qui soutiennent les forges pour continuer comme ça. Donc, je n'ai pas à me plaindre. Et quand je sens qu'il y a un blocage, je ne vais pas m'épuiser à essayer de surmonter le mur. Je vais plutôt, je me dis, c'est super, ça me fait du temps en plus pour aller dans d'autres librairies. Mais il faut voir que même si les forges ont 10 ans, on est encore en phase de croissance. Donc, par exemple, les 3 dernières années, je les ai occupés à faire 1 ou 2 jours par semaine une tournée loin de Paris, voire même à l'étranger. Bon, alors l'étranger, c'est rien de bien folichon, c'est la Belgique et la Suisse. Hein, donc, voilà. Mais c'est très, très fécond. Alors, pour la Belgique, c'est extrêmement fécond parce que je pense que les éditeurs parisiens ne le font jamais. Moi, je ne suis pas tout à fait parisien, je suis en très, très lointaine banlieue de Paris. Mais comme ça, on est très soutenu en Belgique. Et en fait, je découvre souvent des librairies qui, pour certaines, n'ont jamais entendu parler des forges. Ou sinon, parfois, elles ont beaucoup vendu un livre des forges, mais elles n'ont pas identifié la maison d'édition. Donc, parfois, on va dire que j'ai 5% des libraires qui aiment beaucoup les forges, 5% des libraires qui détestent les forges, et 90% des libraires qui ne voient pas trop qui sont les forges. D'ailleurs, à ce propos, d'où vient le nom le nom Forge de Vulcain? Forge de Vulcain, pardon. Alors, 2 petites choses. C'est d'une part, je ne voulais pas que la maison d'édition ait mon propre nom parce que ça fait un peu prétentieux. Et l'autre chose, c'est que je voulais quelque chose de plus collaboratif. Et puis, j'avais très peur des gens qui donnent leur nom à leur entreprise, la revendent et après, leur entreprise fait n'importe quoi. Comme par exemple, je ne sais pas, le Spanghero qui a mis du cheval dans de la viande. Voilà. On est très loin de l'édition, mais ça m'a marqué comme histoire. Et donc, je voulais que ce soit plus collaboratif. Je voulais que ça fasse un peu rêver. Donc, je voulais qu'il y ait quelque chose de la mythologie grecque dans ce texte. Enfin, moi, je suis plus mythologie romaine, donc un personnage romain plutôt. Et après, un truc très bête, c'est que comme quand j'ai lancé les forges, je n'avais pas du tout de notion de commerce, d'entreprise, ce type de choses, j'ai acheté des livres pour, comment dire, Forger. pour me forger moi-même. Et en fait, un des livres, qui est un livre américain d'un certain Guy Kawasaki, disait qu'il faut toujours qu'une entreprise ait un nom qui commence par A ou par Z pour être bien placé dans les annuaires. Donc, au début, c'était les Forges de Vulcain et c'est devenu Aux Forges de Vulcain. Et voilà. Et en fait, non, le seul effet Aux Forges de Vulcain, c'est que très régulièrement, il y a des écrivains en herbe qui nous envoient des manuscrits. Et comme ils font des envois à la chaîne, ils intervertissent notre enveloppe avec l'enveloppe d'autres maisons d'édition. Donc, j'ai souvent des manuscrits pour Actes Sud et parfois des manuscrits pour Agulot. Voilà. La blague, c'est que Actes Sud reçoit peut-être des manuscrits qui sont pour nous. Voilà. Oui. Moi, j'ai une question, si c'est possible. Bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai noté, parce que je prends des notes, je suis très consciencieuse.
qu'il y avait 2500 manuscrits par an à peu près qui passaient donc par la maison d'édition qui étaient envoyés. Et donc un seul au final qui a retenu 40 lus. Alors qu'est-ce qui fait qu'on retient celui-là et pas un autre? Qu'est-ce qui fait que celui-là va accrocher particulièrement? Qu'est-ce qu'il faut en fait au manuscrit pour qu'on puisse le retenir? Alors en fait, il y a plein de choses qui font qu'on va passer de 2500 à 40 et après de 40 à 1. Il faut voir quand même qu'il y a beaucoup de manuscrits qui sont très mal aiguillés et dès la lettre, je vois qu'ils sont mal aiguillés. C'est-à-dire, j'adore votre maison d'édition parce que j'adore la littérature érotique. Ou j'adore votre maison d'édition parce que j'adore la littérature pour enfants. J'adore votre maison d'édition parce que j'écris des livres d'ésotérisme. Donc en fait, tout ça, ça permet quand même de diminuer un peu. Après, il y a parfois des lettres qui sont un peu menaçantes. Et comme je vous disais au début, j'aime bien être en bon terme avec les auteurs. Donc les lettres qui commencent par je sais que vous ne lirez pas mon manuscrit parce que les éditeurs sont des gens foutres et des paltoquettes premières. Donc là, ça ne donne pas très envie de lire le manuscrit. Donc ceux-là, je les élimine. Ça, c'est quand même 10% des manuscrits qui ont une lettre un peu inquiétante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a… Non, alors j'élimine souvent les livres, les manuscrits qui ont déjà une première expérience éditoriale, que ce soit chez un autre éditeur ou en auto-édition, parce que moi j'aime bien retravailler avec les auteurs et quand le texte a déjà eu une première vie, c'est très dur de retravailler un texte. Après, quels sont les éléments? C'est très bête, hein, mais il faut avoir des petits trucs qui sont un peu à l'instinct, c'est-à-dire que souvent, il y a des textes où dès les premières pages, on a l'impression que l'auteur ou l'autrice a pris le littré et a essayé de placer le plus de mots rares dans la première page. Ce n'est pas tout à fait mon esthétique. Et donc, cela, bon, je vais aller jusqu'à 5-10 pages, mais si en fait, j'ai l'impression de participer à un concours de Scrabble alors qu'on ne m'a pas annoncé que j'étais en concours de Scrabble, je décroche assez vite. Ce qui est surprenant, c'est qu'on les retrouve, ces éditeurs, mais enfin, ces écrivains, mais chez d'autres éditeurs. Tu les décris bien. Non, c'est une question de goût. Hein. C'est une question. C'est-à-dire qu'idéalement, moi, j'aime bien l'élégance française, le style direct, ce type de choses. Donc, une fois que j'ai éliminé ça, il n'y en a plus beaucoup quand même. Hein. Ça a quand même éliminé une grande partie des textes. Après, je pense que je n'ai pas beaucoup de sensibilité pour le récit amoureux. Donc, parfois, je me suis laissé prendre, mais par exemple, si le titre, c'est « Et tu ne m'oublieras pas »,« Et je t'aimerai toujours »,« Et un jour, nous serons ensemble », et voilà. Alors, si ça se trouve, c'est des très bons textes, mais simplement, le titre me crispe un peu. Donc, tu reçois encore tous les manuscrits de Marc Lévy tous les ans. C'est ça. Et de Baptiste Beaulieu. Il essaye désespérément de rentrer. Non, mais bon, après, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça arrive à ce moment-là une quarantaine de textes. Et en fait, sur les 40 textes qui restent à la fin, généralement, je vais regarder si c'est une personne qui a le sens de la construction narrative. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a bien un enjeu dramatique qui est posé et résolu? Bon, s'il n'est pas résolu, je me dis parfois, bon, on va travailler ça avec l'auteur, c'est possible. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait quand même un certain sens de la langue, c'est-à-dire à la fois le sens de la propriété des termes, mais aussi qui n'a pas un rapport transparent avec la langue. Donc, on n'est pas dans l'histoire, on n'est pas dans la narration pure, mais il y a une réflexion sur le fait que chaque histoire doit se raconter sous une forme particulière. J'aime bien que d'une façon ou d'une autre, il y a un propos sur le monde. Et finalement, après, là, on est dans les 40 derniers. Et les 40 derniers, bah, y a parfois des très bons textes qui finiront pas aux forges. Ça se joue parfois sur d'autres choses. Ça m'a… Je sais pas, par exemple, sur Alexandra Kochilik, qui est une romancière qui est arrivée par la boîte à manuscrits. Ça m'a agrippé parce que j'ai voyagé au début des années 2000 en République tchèque et j'ai une fascination pour l'ostalgie. J'ai grandi à côté d'une centrale nucléaire, donc en fait, sa réflexion sur Tchernobyl, ça me passionnait parce que je suis un collab sur Tchernobyl.
et elle a un rapport très particulier à la littérature comme mode de construction de l'individu. Et comme c'est un type de réflexion que j'ai aussi, qu'on a publié un essai sur l'intertextualité dans la littérature, voilà, il y avait plein de petites choses qui me disaient que non seulement ça remplit les principaux critères, mais en plus, il y a des choses qui m'agrippent personnellement. Alors, juste une seconde, il faut que j'aille chercher un câble. Est-ce qu'on peut prendre 3 minutes parce que sinon, la batterie va se couper. Bien sûr. Il n'a pas mis le casque. Si, c'est bon. Bon, voilà. Ok, c'est bon pour moi. Allez, super. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Moi, j'avais une question justement par rapport au travail avec les auteurs. Je sais pas. Comment ça se faisait, par exemple, pour le travail pour les titres? Parce que je trouve que les titres sont très frappants dans le catalogue des Forges. Et je sais que ça, c'est généralement plutôt l'éditeur qui choisit le titre. Donc, comment ça fonctionne avec les auteurs? Est-ce qu'il y a eu parfois des petits problèmes pour choisir le titre et arriver à un accord ou pas? Oui, alors merci de cette question. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais souvent, dans les contrats d'édition, il est marqué que la couverture et le titre sont la responsabilité de l'éditeur ou l'éditrice et pas le choix de l'auteur, tout comme le 4e de couverture. Alors, j'ai jamais publié de texte avec un titre qui n'était pas un titre qui avait le consentement de l'auteur ou de l'autrice. Souvent, il faut voir que les personnes qui écrivent ont une sorte de titre de travail pour leur texte, mais une fois que le texte est accepté, qu'on discute et que le texte est réécrit, souvent émerge un autre titre. Alors ça, c'est le cas le plus simple, c'est-à-dire un autre titre émerge, ça va très vite. Il y a des cas de figure où on teste le titre et au moment où on teste le titre, auprès de libraires, auprès du diffuseur, on se rend compte qu'il peut y avoir des blocages. Par exemple, Jean-Luc Daciano, son roman « Souviens-toi des monstres » s'appelait initialement « Les Siamois ». Et en fait, quand j'ai commencé à en parler à des libraires, pour des libraires, des Siamois, c'est des chats, et éventuellement les habitants du Siam, et dans un troisième temps, les Siamois, à savoir des jumeaux homozygotes qui sont biologiquement, enfin anatomiquement liés. Et on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas être le bon titre. Et on s'est mis à travailler pour trouver un autre titre. On est parti sur des locutions latines parce que ça se passe en Italie, mais en fait, ça se passe sur 40 ans, mais en fait, c'est 2500 ans d'histoire italienne. On était arrivé au Memento Mori, mais en fait, Memento Mori, ça ne voulait plus rien dire par rapport au texte. Et on est arrivé, finalement, comme le texte est une grande partie adressée sous la forme du tutoiement, on voulait que ce soit une tournure comme ça. C'est une réflexion aussi sur le patrimoine, sur ce qui vient avant nous, sur la monstruosité. Donc, en fait, on avait le souvenir, le patrimoine, le tutoiement et la notion de monstre, et c'est devenu « Souviens-toi des monstres ». Ça, c'est un cas relativement simple de travail classique. Après, il y a d'autres cas qui ont été un peu plus longs, par exemple pour « À crier dans les ruines », où je crois qu'on a eu 4 titres différents, et c'est finalement un autre auteur que l'auteur du livre qui a suggéré un texte. Donc, Gilles Marchand a suggéré à Alexandra Kochelik un poème. Elle l'a lu. Un vers de ce poème l'a particulièrement frappé. On a un peu retouché ce vers et c'est devenu le titre du roman. Qui est magnifique. Oui. Voilà. Alors, Alexandra dit que ce n'est pas elle, c'est-à-dire c'est ni Gilles ni Alexandra, c'est Aragon. Voilà. Voilà, mais quand j'y réfléchis, c'est vrai que la plupart des romans qu'on a publiés, leur titre n'est pas le titre travail. Là, le nouveau Gilles Marchand qui s'appelle Requiem pour une Apache, c'est Gilles qui a trouvé le titre, mais ça doit être le 3e titre. Voilà. C'est très variable selon les auteurs, c'est-à-dire qu'effectivement, mais ça rejoint l'idée de travail sur les manuscrits, travail sur les titres, travail sur les couvertures, c'est que j'aimerais créer une méthode, mais la méthode est impossible parce que
avec 20 auteurs, j'ai vraiment l'impression d'avoir 20 manières différentes de travailler. Il y a des petits points communs, mais il n'y a pas encore de méthode particulière. Voilà. Disons que ce qu'on dit souvent sur un titre, c'est qu'il faut qu'il soit visible, qu'il attire l'attention, qu'il soit lisible, c'est-à-dire qu'il nous donne un peu du texte, c'est-à-dire qu'ils nous disent de quoi parle le texte et comment il en parle. Souviens-toi des monstres, ça parle de monstres et ça va parler sous une forme quasi élégiaque. Voilà. À crier dans les ruines, vous avez les ruines, vous avez le cri, donc vous avez quelque chose sur la destruction, mais qui est poétique, voilà, qui a un appel. Voilà, bon, voilà, c'est ce type de tâtonnement qu'il faut faire et qui prend parfois des mois et des mois. Je me permets une petite... Pardon. Petit point de détail, c'est que souvent, quand le titre est choisi, ça entraîne une réécriture du texte. C'est-à-dire qu'il faut... et la réécriture, ce n'est pas simplement placer la ligne du titre quelque part. Parfois, c'est des grandes réécritures où en fait, le titre devient une sorte de révélation pour l'auteur ou pour l'autrice, que c'est une sorte de critère qui lui permet de retraverser tout son texte et d'éliminer tout ce qui est en trop dans le texte. C'est chouette. Merci. Je me permets une petite question. Grâce aux réseaux sociaux, on voit beaucoup aussi l'envers du décor du fonctionnement des forges et des liens entre les auteurs. Notamment, alors hors temps de confinement, évidemment, on organise aux forges un dîner visiblement mensuel avec les auteurs. Et pour avoir chroniqué certains ouvrages des forges, moi j'ai souvent les auteurs d'autres livres qui viennent réagir aux livres des petits copains, des camarades, etc. Comment tu fais, toi, David, pour entretenir une telle cohésion, une telle fraternité entre tes auteurs? Alors, l'idée de la cohésion, c'était une idée théorique qui était au début des forges, parce que le terme aux forges de Vulcain, c'est pour évoquer l'atelier, c'est-à-dire que le forgeron n'est jamais tout seul, il y a toujours plusieurs personnes dans l'atelier. Et c'est une idée qui est une idée fondamentale pour un de mes auteurs chéris, qui est William Morris, un auteur victorien qui est un des grands théoriciens du travail à l'ère industrielle et de l'artisanat à l'ère industrielle. Mais c'était très théorique comme idée. Et c'est un des auteurs des forges, Thomas Pock, qui a dit mais tu parles de la convivence, la convivialité. Convivence, ce n'est pas moi qui imaginais le mot, hein, c'est un vrai mot. Hein, voilà. Celui-là, il ne vient pas du littré, mais c'est un vrai mot. Voilà. Et il m'a dit, mais il faut qu'ils se rencontrent, les auteurs. Et c'est lui qui a eu l'idée du dîner mensuel. Et c'était une évidence parce qu'à partir du moment où on professe l'amitié avec les auteurs et l'amitié entre les auteurs, comment faire une amitié où les gens ne se voient jamais? Ils peuvent se voir rarement. Il y a des grandes amitiés épistolaires où les gens ne se verront que quelques fois dans leur vie, mais qui ne se voient jamais, c'est quand même problématique. Et donc, on a commencé à faire ça. Sachant que dans l'édition, il y a deux choses qu'on dit généralement aux jeunes éditeurs, c'est ne devenez jamais amis avec vos auteurs et surtout ne laissez pas les auteurs parler entre eux parce que sinon, ils vont se liguer contre vous. Donc, en fait, je suis devenu ami avec les auteurs et en plus, ils se rencontrent. Voilà. Mais là, en temps de confinement, on ne fait pas d'apéro Skype. Je pense que malheureusement, dans l'équipe, on est plusieurs à ne pas être très, très fans des apéros Skype. Et je pense qu'on n'est pas très apéro, en fait, de manière générale, même quand… Voilà. Mais ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait des entretiens avec chacun d'entre eux. Et au début, donc j'ai enregistré ces entretiens. Et au début, ils se demandaient à quoi ça allait ressembler. Et puis finalement, il y a eu un effet d'entraînement. Et là, je vais avoir une vingtaine d'entretiens, c'est-à-dire tous les auteurs du catalogue, y compris certains auteurs étrangers. Ça va être transcrit. Comme ça, les gens pourront soit les écouter, soit les lire. Et on va les compiler dans un livre qu'on sortira à la fin de l'année, qui sera le livre des 10 ans des Forges. Parce que le 5 novembre, c'est l'anniversaire des Forges. On aura 10 ans. Voilà. On ne sera peut-être plus confinés d'ici là. Et il faut voir que, alors moi, en toute honnêteté, la partie de mon travail qui me manque le plus, c'est les tournées en librairie, parce que ça, c'est pas possible. Mais le travail d'éditeur ou d'éditrice, c'est un travail où on est souvent loin du reste du monde.
Donc, le confinement ne change pas fondamentalement ma vie, en fait, pour l'instant. Il ne faudrait pas que je le dise publiquement parce que je sais que le confinement, c'est très dur pour certaines personnes et parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes conditions que moi. Ils n'ont pas les mêmes métiers, pas les mêmes contraintes, voilà. Mais pour moi, le confinement, c'est très bien. Voilà. On coupera au montage. Hein. Alors, si... Vas-y. Est-ce que le collectif Salut t'a aidé à te développer, à t'installer en librairie? Alors oui, le collectif, c'est donc une association de fait entre différents éditeurs dont l'architecture a été pensée par Stéphane Carrière, qui est le directeur des éditions Anne Carrière, qui est le fils d'Anne Carrière et qui dirige les éditions Anne Carrière. Et il a agrégé plusieurs maisons d'édition à partir de 2014, je crois. Nous, on a rejoint le collectif. Pardon ? Il y a 5 ans. 5 ans, voilà. Donc 2015. Moi, c'est en 2016 que j'ai rejoint le collectif qui avait déjà donc 1 an quand j'y suis allée. Et c'était une réflexion que je trouvais très, très intéressante sur le fait qu'il y a une vraie surproduction du livre en France. Même si le livre, c'est un marché de l'offre, donc il y aura toujours plus de livres que de capacité de lecture. Là, on est allé vraiment trop loin depuis une quinzaine d'années dans la surproduction. Et l'idée de Stéphane, c'était de dire il faut faire un peu moins de livres pour les accompagner un peu mieux. Et en fait, ce type de raisonnement présente une difficulté très, très… Là, on est vraiment en train de rentrer dans la technique de l'édition. Donc, c'est un peu comme la fabrication des saucisses. C'est le truc idéal pour que les gens deviennent végétariens. Donc, j'espère que ça ne va pas vous dégoûter de l'édition. Mais le problème, c'est quand vous faites des livres, vous répartissez le risque entre tous vos livres de l'année et on fait ce qu'on appelle, on moyennise les ventes. C'est-à-dire les bons livres, enfin les livres qui se vendent bien vont compenser les livres qui ne se vendent pas bien. Et plus vous avez de titres, plus vous moyennisez sur un grand nombre de titres. Si vous diminuez le nombre de titres, eh ben vous vous exposez au risque parce que vous avez moins de titres pour compenser les autres. Et ce qu'a proposé Stéphane, c'est qu'on s'associe de manière à ce qu'on se moyennise à plusieurs. C'est-à-dire que quand le nouvel Attila, qui était dans le collectif à ce moment-là, a un titre qui ne fonctionne pas, d'une certaine façon, une partie de sa chute économique est compensée par le succès d'un titre d'Anne Carrière. Et ça a été vraiment un gain très important pour les forges parce que ça m'a permis, moi, de diminuer mon nombre de titres et de mieux les accompagner. L'autre chose aussi, c'est que ne venant pas de l'édition, j'avais des lacunes professionnelles, j'en ai toujours, mais ça m'a permis de travailler au quotidien avec plusieurs autres maisons et donc accumuler de l'expérience professionnelle et des connaissances très, très rapidement et de manière très concrète. Donc ça, c'était le deuxième gain. Et après, il y a un troisième gain que, en tant que lecteur ou blogueur, vous ne percevez peut-être pas, c'est quand on est une maison d'édition indépendante, on ne joue pas à armes égales avec les grands groupes, par exemple sur les questions d'impression. C'est-à-dire imprimer un livre quand vous êtes complètement indépendant, ça vous coûte très cher parce que l'imprimeur vous le fait payer très cher. Mais quand vous faites partie d'un groupe, quand vous êtes par exemple Le Seuil, vous pouvez acheter le livre à l'impression très peu cher. Et cette groupée à plusieurs, ça nous a permis, nous, de commencer à avoir plein d'économies d'échelle parce qu'on était tout simplement agrégés ensemble. Et donc, ça, c'était la troisième chose. Donc, effectivement, 2016, ça a été à la fois la refonte des couvertures, l'arrivée de Gilles Marchand et cette accélération apportée par le collectif. Je me rends bien compte que je vais parler uniquement du point de vue de l'édition. Donc, je suis conscient qu'il y a un monde en dehors de l'édition, mais moi, j'ai de légitimité qu'à parler sur cet aspect-là. Et donc, je vais parler que de ça, mais ne vous en faites pas, je sais qu'il y a un monde en dehors de l'édition, mais je vais me concentrer sur ça. C'est sûr que c'est un cas de figure qui est terrifiant pour l'édition, parce que l'édition, c'est une industrie très mature. Une industrie mature, c'est une industrie qui est très optimisée, c'est-à-dire la marge de chaque agent est très, très faible, et tout est fait pour être en flux permanent. Et là, tout a été coupé. C'est-à-dire que c'est un marché qui a baissé de 90% sur le mois d'avril, de 50% sur le mois de mars
Et sur le mois de mai, on ne sait pas à combien on va être. On pense qu'on sera à 30% de la capacité habituelle. Donc, c'est terrifiant, c'est horrible pour tous les maillons. C'est horrible pour les libraires, c'est horrible pour le diffuseur-distributeur, avec cette toute petite différence que le diffuseur-distributeur, il y en a très peu, il y en a 6 en fait. Et donc, c'est des entreprises qui ont la possibilité d'avoir un recours au chômage partiel. Et c'est des entreprises aussi qui sont tellement centrales dans la chaîne qu'elles sont aidées. En fait, c'est des entreprises qu'on appelle too big to fall. C'est-à-dire qu'on sait que si ce maillon casse, toute la chaîne s'effondre. Donc, en fait, ce maillon est multi-aidé par un peu tout le monde. Ça va être dur pour eux, mais voilà. Et de l'autre côté, il y a les éditeurs. Les forges, elles, comme tout le monde, on est un peu bloqué, mais on n'est pas en danger contrairement à d'autres. Il y a différentes raisons à ça. Une raison à ça, c'est que les forges, en fait, ont déjà eu l'expérience de sorte de confinement. C'est que les forges, à 2 reprises, ont dû changer de diffuseur-distributeur, c'est-à-dire pour grandir. Et en fait, quand vous changez de diffuseur-distributeur, vous avez 6 mois où vos ventes s'effondrent. C'est-à-dire, vous avez 3 mois où l'ancienne équipe commerciale ne vous soutient plus. Vous avez 3 mois où la nouvelle équipe commerciale prend ses marques. Vous avez les libraires qui vous renvoient les livres parce qu'ils ont peur de votre effondrement. Et donc, vous perdez énormément d'argent pendant 6 mois. Et donc, en fait, la première fois que ça m'est arrivé, j'ai reconstruit les forges de manière à ce qu'elles soient une sorte de micro-forteresse qui ne puisse pas être touchée par ce type d'ouragan. Alors, bien sûr, je ne pouvais pas du tout prévoir le confinement, qui est une configuration un peu inédite, mais j'avais prévu une configuration où on pouvait, pour une raison X ou Y, être pendant des mois et des mois sans résultat économique. Donc, concrètement, ce que ça voulait dire, c'est qu'il y a quelques années, aux Forges, il y avait 2 éditeurs en plus de moi. Il y avait Julien Delorme, que certains d'entre vous connaissent peut-être, parce que c'est le directeur commercial de la Peuplade. Voilà. Et quand il a été éditeur junior pendant 1 an aux Forges, et il y avait Viviane Duguigny, que vous connaissez peut-être aussi, qui est l'éditrice principale maintenant de Rue des Promenades. Et en fait, à eux deux, on avait aussi un loyer et donc on avait ce qu'on appelle des charges fixes assez fortes. Et donc, quand j'ai recréé les forges après 6 mois de vache maigre, elles ont été recréées avec 0 charge fixe et beaucoup de charges variables. Alors, ceux qui ne travaillent pas du tout dans une entreprise ne voient peut-être pas le montage, mais c'est le montage des forges. C'est-à-dire que côté forge, on crée des équipes autour d'un livre qui sont des équipes faites par des freelances et l'équipe est dissoute à la fin de chaque livre. Donc, le correcteur n'est jamais le même selon le livre. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai parce que maintenant, j'ai trouvé un correcteur que je trouve très bon, donc je pense que je vais le garder. La maquettiste, la nouvelle, je la trouve très, très bonne, donc je vais la garder. La graphiste, c'est toujours la même, mais c'est vrai que ce n'est pas des gens qui sont salariés chez moi. C'est des gens qui travaillent pour plein de maisons d'édition ou plein d'autres secteurs d'activité, mais qui se retrouvent plusieurs fois par an pour faire un livre des forges. Donc, les forges ne sont pas en danger immédiat. Je pense qu'on va avoir une reprise très, très, très lente. Voilà. Parce que, en fait, moi, je connais assez bien la situation italienne et en Italie, ils ont déjà déconfiné et les gens ne sont pas du tout revenus en librairie parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter et voilà. Et voilà. Donc, en fait, on a un peu peur que les mois de mai, juin, juillet soient horribles pour l'édition. Et on a aussi une autre difficulté très technique, c'est qu'actuellement, on a commencé le travail sur la rentrée littéraire. Et le travail sur la rentrée littéraire, à cette période de l'année, c'est ce qu'on appelle un travail de prospection. C'est-à-dire qu'on essaye de convaincre les libraires de lire les livres qui sortiront en août et en septembre. Le problème, c'est que les libraires, ils sont angoissés économiquement. Ils n'ont pas la tête à la lecture pour certains d'entre eux. On ne peut pas imprimer les livres et on n'a pas accès à notre service postal. Donc, on ne peut leur proposer que de la lecture numérique et la plupart d'entre eux n'aiment pas la lecture numérique. Et donc, on a une prospection qui est difficile. Voilà.
Donc, on va être imaginatif. Voilà, on va trouver d'autres moyens de faire. Voilà, moi, ce que je me disais, c'était une bonne expérience, cette A16, de me demander ce qui est vraiment important dans les forges. Et ce qui est vraiment important dans les forges, bah, c'est ce que vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, perçu dans les entretiens que j'ai fait avec les auteurs. Ce qui est important, c'est les auteurs, leurs textes, cette équipe qui est effectivement pas permanente, mais qui est toujours là, en fait, qui est toujours la même si ce n'est pas des salariés. Et en fait, tout ça sera encore là après le confinement. Donc, il n'y aura pas de difficulté pour les forges pour se reconstruire. On en est bien heureux. Mais ce n'est pas le cas de figure de beaucoup de collègues, hein, quand même. J'avais une question. Tu parlais beaucoup du fait de faire l'analogie entre être éditeur et être prof et le côté passeur. Qu'est-ce qui fait le lien avec ton ancien métier de chercheur en philo et ton métier d'éditeur aujourd'hui? Alors, en fait, j'étais pas chercheur, j'étais enseignant-chercheur. Donc, parce qu'en philo, il y a très peu de chercheurs purs. Généralement, on est enseignant-chercheur. Donc, le côté enseignement, bah, ça, je te l'ai déjà dit. Le côté recherche, c'est que ma recherche, c'était sur la psychologie de la créativité. Alors, c'était une thèse de philo et des recherches en philo, mais sur en fait tout ce que les grands philosophes ont pu dire sur la création, la créativité et la psychologie de la création depuis Platon. Et en fait, ça m'a amené pendant 7-8 ans à lire énormément sur ce sujet-là. Je pense que ça m'a aidé à faire deux choses, c'est-à-dire parfois mettre un nom sur certains phénomènes. Donc, par exemple, quand je discute avec d'autres éditeurs, je me rends compte que la manière dont ils travaillent les textes, c'est très instinctif. Alors que moi, je peux décrire le processus et je pense que ça m'a aidé. Et l'autre chose aussi, c'est que parfois, ça m'a donné des pistes pour savoir comment faire travailler certains auteurs. Je vous disais tout à l'heure qu'entre les auteurs, ils sont très différents. Par exemple, il y a un auteur comme Romain Terneau. C'est quelqu'un qui, depuis l'âge de 20 ans ou 21 ans, écrit une page tous les soirs avant de se coucher. Donc, tous les 3-4 mois, il a fini un manuscrit, sauf qu'il ne fait jamais de plan. Et donc, il faut faire le plan après le manuscrit. Et donc, c'est un travail de construction scénaristique. Et voilà. Quelqu'un comme Gilles Marchand, il me parle de ses idées petit à petit. Et donc, je sens lire le texte. Voilà. Quelqu'un comme Thomas Spock, il me donne des bribes de texte. Quelqu'un comme Franck Thomas, il va construire un plan. Et voilà. Et toutes ces méthodes, elles renvoient à des pratiques artistiques qui sont anciennes, en fait. C'est-à-dire des gens qui sont plus dans l'improvisation, des gens qui sont plus dans l'architecture. Et en fait, je pense que la philo, c'est essayer d'être strict sur des objets qui sont assez fluides. Et je pense que travailler avec des écrivains et les éditer, c'est être capable de faire cet aller-retour entre quelque chose de très fluide et quelque chose qui doit être un peu cérébral. Voilà. Mais ça veut dire qu'effectivement, par rapport à d'autres éditeurs de textes, je fonctionne peu à l'instinct. J'aurais une question qui va peut-être être un peu difficile parce que ce serait comme demander à un parent de choisir entre ses enfants. Mais est-ce qu'il y a peut-être un texte dans votre catalogue qui vous tient particulièrement à cœur et surtout pourquoi en fait? Ou deux, éventuellement. Excepté celui d'Alexandra qu'on recevra demain. Donc voilà, elle est à part. Elle est à part. Voilà. Non, alors, c'est le privilège d'être un éditeur indépendant qui fait peu de titres, c'est que je n'ai jamais publié un titre que je n'aime pas. Donc, c'est-à-dire, je ne me suis jamais dit, je publie ça pour faire plaisir à l'auteur. Je publie ça parce que ça va ramener de l'argent ou des choses comme ça. J'ai pas ce type, c'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire que ceux qui font ça, c'est des mauvaises personnes ou des mauvais éditeurs. C'est simplement que parfois, si vous êtes dans une grande maison d'édition, parfois, vous allez avoir 25 titres à faire, 35 titres à faire dans l'année.
Et voilà, l'approche du métier est différente. Moi, je suis sur 10 titres. Je pense que, bien sûr, je suis souvent plus attaché aux auteurs francophones parce que j'ai plus participé d'une certaine façon aux coulisses du travail. Les auteurs américains, même si je les aime tous et j'ai une relation personnelle avec tous les auteurs étrangers, pas que américains, mais les auteurs étrangers du catalogue, ma relation la plus forte, ça reste avec les auteurs français. Et c'est très dur de choisir, mais je pense qu'ils seraient tous d'accord pour dire, pour tomber d'accord que j'ai le droit, voilà, d'en sélectionner un. Et alors, ce n'est pas du tout original. Le texte qui, pour moi, est important, c'est Une bouche sans personne de Gilles Marchand. Ce n'est pas le meilleur texte des Forges. Il n'y a pas deux meilleurs textes des Forges. Mais c'est simplement que le travail s'est superbement passé. Tout s'est aligné très, très vite. C'est-à-dire, j'ai dit à Elena, écoute, les couvertures ne fonctionnent pas, il faut que tu inventes une nouvelle couverture. Et en une semaine, elle a inventé une nouvelle couverture qui est devenu un principe de couverture. Le travail intellectuel avec Gilles a été très stimulant parce que effectivement, j'hésitais, j'avais choisi de publier le texte, mais je n'y arrivais pas trop. Et je lui ai demandé de me raconter le texte. Il me l'a raconté, je lui ai dit, en fait, ce que tu m'as raconté, ce n'est pas ce qu'il y a dans le texte. Il est parti et 3 semaines après, j'avais une nouvelle version qui était nickel. Et puis, il y a aussi autre chose qui s'est passé avec Gilles qui est très important, qui est invisible d'une certaine façon, mais qui est très important pour l'histoire des Forges, qui n'est pas nécessairement quelque chose de littéraire. C'est que, en fait, je pense que avec Gilles, je me suis retrouvé avec un auteur qui était un très bon auteur et une belle personne. Et ça m'a permis d'être un meilleur éditeur, d'être à la fois plus concentré, plus enthousiaste. Et en fait, il a établi une forme de norme sur la sélection des auteurs qui viendraient après. Il faudrait toujours que cet instinct humain se dire bientôt cet auteur ou cette autrice va devenir mon ami. Et voilà, c'est devenu quelque chose de fondamental. Donc tout à l'heure, je disais que c'est Thomas Spock qui a dit « faisons des dîners », mais l'idée de dire que les auteurs doivent devenir des amis et ils doivent devenir des amis entre eux, c'est né avec Une bouche sans personne. Auparavant, j'avais déjà des auteurs parfois avec qui je m'entendais bien, mais j'avais aussi des auteurs dont je n'étais pas très très proche. Et je pense que le fait de ne pas être proche des auteurs, ça avait fait que les livres s'étaient moins bien passés sur certains aspects. Est-ce que tu arrives à vendre des droits de certains de tes auteurs? Je voyais que sur le site internet, il y avait un peu une proposition justement de textes à traduire à l'étranger. Est-ce que certains, comme Gilles Marchand ou d'autres, par tes soins, ont été vendus à l'étranger? Alors oui, Gilles Marchand a été vendu à l'étranger, il a été vendu en Allemagne. Et c'est bien parce que c'est un marché du livre qui… Enfin, les Français lisent beaucoup, mais les Français oublient que l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis ont des plus gros marchés du livre que nous. Bon, les États-Unis, c'est pire que ça. Les Américains, par tête, lisent plus que les Français, du moins achètent plus de livres. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Mais en Allemagne, ça a été très, très dur de le vendre parce que comme ça fonctionnait bien en France, tous les éditeurs allemands l'ont voulu. Tous les éditeurs allemands ont commencé à le lire. Et pour ceux d'entre vous qui ont lu Une bouche sans personne, vous devinez qu'il y a une partie du texte qui leur a posé des problèmes et ils ont presque tous décroché. Et à la fin, il n'y a qu'une éditrice allemande, une maison d'édition indépendante qui est restée. Et voilà. Alors, c'est très dur de vendre de la fiction à l'étranger. En fait, la partie du catalogue qui est de la non-fiction est très bien vendue à l'étranger. Mais la partie fiction est plus dure à vendre. Alors, il faut voir aussi que très longtemps, je m'en occupais, mais je n'avais pas le temps de le faire. Je pense que c'était une forme d'hubris de ma part parce que comme je parle anglais, je parle un peu allemand, j'aime bien voyager, je pensais que je pourrais m'en charger. Mais c'est un métier qui est très méthodique, qui demande beaucoup de temps, beaucoup de relance. Et finalement, depuis 1 an, j'ai recruté une personne qui fait ça à plein temps. Pas que pour moi, mais pour 5-6 autres maisons. Et en fait, elle fait ça très bien. Donc, elle a vendu d'autres auteurs. Mais par exemple, Jean-Luc Dachiano, avec son imaginaire
un peu fantasmagorique, très marqué par le catholicisme, un catholicisme italien un peu fou, il s'est vendu dans beaucoup de pays hispanophones. Voilà. Donc, ça progresse petit à petit. Là, je pense que le Clerc du Vivier, on devrait réussir à le vendre dans pas mal de pays. Et celui que j'aimerais beaucoup vendre, c'est À crier dans les ruines d'Alexandra Kochelik. Et ça change tout, j'imagine, ça change tout la vente à l'étranger en termes de modèle économique et de droits qui tombent? Alors, pas tant que ça, en fait, hein, parce que il faut… En fait, c'est très trompeur, c'est quelque chose d'assez triste. Voilà, c'est que la France, c'était un pays qui, du point de vue littéraire, était vraiment, avait une vocation universaliste ou impérialiste, je ne sais pas comment dire ça, et dominait vraiment la culture mondiale. Ça s'est petit à petit effondré et maintenant, l'effondrement continue, mais le gros de l'effondrement est derrière nous. Ça veut dire que les auteurs français sont rarement des références. Par exemple, je vois la différence entre Luc Reinhardt, qui est un auteur qui a 89 ans, qui a lu tous les classiques français, et des auteurs comme Rivers Solomon et Charles Yu, qui sont des auteurs très lettrés, mais qui ont lu principalement de la littérature américaine. Et en fait, actuellement, la situation de l'édition française, c'est qu'on vend beaucoup à l'étranger, mais on ne vend que dans des petits pays qui, en fait, avaient des marchés de l'édition émergents. Alors, économiquement, ce n'est pas la même chose où il y a 10 ans, vous vendiez les droits aux États-Unis et maintenant, vous les vendez en Macédoine. Et vous voyez que la Macédoine, c'est intéressant, mais comme un best-seller en Macédoine, ça coûte 6 € à la vente et vous en vendez 300 exemplaires, et que vous, en tant qu'éditeur, vous touchez 10%, ça fait très, très peu. Ça fait, on va gagner 300 € avec cette session en Macédoine. Donc, ce qui peut changer, c'est quand on vend bien aux États-Unis et en Angleterre, et qu'après, ça marche bien dans leur pays. Voilà. Mais pour l'instant, non, ce qui nous a aidés économiquement, et c'est lié au collectif, c'est qu'il y avait un métier que je ne connaissais pas du tout, c'est les personnes qui sont responsables des sessions poche. Donc, les éditeurs grand format vendent souvent la possibilité de reprendre des titres aux éditions de poche. Et en fait, pour que les éditeurs de poche qui sont très sollicités vous repèrent, il faut il y a un travail de démarchage économique que moi, je ne faisais pas. C'est-à-dire que souvent, je me disais, l'éditeur de poche va nous repérer. Et en fait, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils vous repèrent, quoi. Il faut aller les chercher. Et donc, dans le cadre du collectif, il y a une personne qui s'occupe des sessions poche et elle m'a fait rencontrer plein d'éditeurs de poche et presque tous nos titres passent en poche. Mais alors, par contre, pour nous, je suis neutre par rapport aux éditeurs de poche parce que comme je ne suis pas lié à un groupe en particulier, il y a des titres des Forges qui arrivent chez Folio, d'autres au Livre de Poche, d'autres chez 10-18. Enfin, on est un peu chez Libretto aussi, on est un peu chez tout le monde. Et ça, c'est des sources de revenus assez intéressantes quand même. On n'a pas parlé de ton livre, David, qui est sorti en février. J'aimerais bien qu'on en parle. Non. Il n'est pas sorti? Non, il n'est pas sorti. Sur les sites, il est marqué février 2020. Oui. Non, c'est une Arlésienne. En fait, j'anime des ateliers d'écriture depuis 20 ans. C'est en parallèle de ma thèse, ça portait un peu sur les mêmes sujets. Et en fait, déjà, le titre est génial. Alors, le titre, c'est Oser écrire son premier roman en 10 minutes par jour. Et en fait, il y a quelques années, j'avais une certaine frustration parce que quand on reçoit des manuscrits en tant qu'éditeur, on leur dit non, mais au bout d'un moment, il y a tellement de manuscrits qu'on dit non avec une réponse de plus en plus standardisée. C'est-à-dire, merci, c'était très bien, mais je ne peux pas vous publier et bon courage. J'aurais adoré voir ta lettre de refus à toi-même. J'aurais adoré voir ça. Oui, mais bon, en fait, tout ça pour dire que j'étais un peu frustré parce que je me disais à chaque fois, j'envoie bouler des gens qui ont passé beaucoup de temps à écrire, c'est très important pour eux, parfois c'est très bien, mais je vais dire non de la même façon à quelqu'un qui écrit quelque chose de bien et quelqu'un qui est complètement à côté de la plaque pour les Forges.
Voilà. Et donc, j'avais commencé à me dire, il y a un public sur lequel il faut faire un travail d'éducation, quasi d'éducation populaire sur l'écriture. L'écriture comme un loisir. C'est complètement distinct des forges, c'est-à-dire mon but, ce n'était pas de recruter des auteurs ou quoi que ce soit. Et j'ai commencé à travailler sur consigner un peu mes notes d'atelier d'écriture. Il y a 3-4 étudiants, participants de ces ateliers qui ont transcrit ça, qui m'ont envoyé ça et qui m'ont dit, bon, maintenant tu compiles et tu publies. C'est simplement que moi, je n'ai pas le temps d'écrire en fait. Donc, et puis l'autre chose, c'est que j'ai pris une très très mauvaise décision il y a quelques années, c'est que je me suis dit ah là là, il y a un public de gens qui écrivent et donc j'ai pas envie de publier ce livre dans une autre maison d'édition parce que si ça rapporte de l'argent, autant que ça rapporte de l'argent aux forges. Et donc finalement j'ai commencé à m'auto-éditer et moi je suis pas du tout fait pour m'auto-éditer. J'ai besoin d'une personne au-dessus de moi ou à côté de moi qui m'accompagne. Bon, alors, j'ai quand même profité du confinement pour que la stagiaire travaille sur ce texte avec moi. Donc, elle est à Rennes actuellement. Elle allait se confiner avec son mari à Rennes parce qu'ils sont bretons, quoi. Et donc, il n'est pas impossible que le texte soit fini, enfin, à la fin du confinement, grâce à la stagiaire qui aura servi d'éditrice au texte. Voilà. Ouais, ça tombe bien que tu dis ça parce qu'on avait Gilles Rosier de l'Antilope mercredi, qui aussi s'est auto-édité. Et lui, par contre, a pu avoir l'avis de sa collègue éditrice. Voilà, moi, je suis tout seul. Et puis, quand j'avais 2 éditeurs aux Forges, donc Julien Delorme et Viviane Duguigny, en fait, ils n'osaient pas me faire des remarques. Donc, parce qu'effectivement, techniquement, j'étais leur patron. Il faut continuer à bosser avec toi après, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'était un peu un mélange des genres qui était impossible pour eux. Et voilà. Est-ce que, à l'inverse, vous avez refusé des textes qui, au final, sont partis dans d'autres maisons, ont eu une belle histoire et pour lesquels vous avez des regrets? Non. Il y a un texte que j'avais vraiment trouvé très, très bien. J'ai hésité, mais généralement, quand je refuse, je refuse parce que j'ai des bonnes raisons et qui a très bien marché après. J'étais très content pour l'auteur, qui m'avait toujours semblé très sympathique. Alors, j'ai un doute sur son nom. Le roman, c'était Matador Yankee. Ah, j'adore. Voilà. Et c'est Jean-Baptiste Maudet. Jean-Baptiste Maudet. Voilà, c'est ça. C'est génial. J'avais trouvé le texte très bien. Sa lettre était très délicate. En fait, il a eu le prix Orange. Voilà. L'année dernière. Et c'est un très bon texte. J'ai pas eu de regret parce que je l'avais. En fait, l'impression que j'avais eue, c'est qu'il avait des idées très. Comment dire ? Il savait ce qu'il voulait, ce qui était très bien. Et en fait, je pense que moi, j'aurais tenté de l'entraîner dans une autre direction, qui n'était clairement pas la direction du texte. Donc, en fait, je ne l'ai pas senti, mais c'était le cas typique d'un très bon texte où je me disais, pourvu qu'il soit édité ailleurs. Alors, micro point de détail, il y a une raison pour laquelle même les textes que je trouve très bons, j'essaye de répondre poliment, mais je ne m'engage pas trop vis-à-vis de ces auteurs, pardon. C'est que parfois, ils vont me dire, est-ce que vous pouvez en parler à d'autres éditeurs ? Et en fait, d'une part, moi, je suis pas… mon pouvoir de prescription sur d'autres maisons est nul. Je suis un peu un nobody de l'édition. Et puis, non, je peux pas, ça ne marche pas. Donc, je ne le fais jamais, en fait. Donc voilà, non, c'est pas un regret. Je suis même content que c'est une belle vie. J'ai eu parfois des regrets pour une autre raison. Il y a une fois un auteur à qui on a dit oui et on l'a appelé. J'étais à côté de Julien Delorme, on l'a appelé au téléphone. On avait longtemps tergiversé et il m'a dit vous êtes le 2e éditeur à me répondre. L'éditeur qui m'a répondu, c'est tel éditeur, je ne vous dirai pas qui.
Et enfin, il me l'a dit à moi, c'est à vous que je ne peux pas le dire, voilà. Le roman est sorti chez un très très grand éditeur et a été complètement massacré et abandonné en race campagne. Et le regret que j'ai eu, c'était que quand il nous a dit que ça partait chez cet éditeur, j'étais très content, sincèrement content pour lui. Et quand j'ai vu comment le titre a été, enfin, je sais pas, envoyé comme de la chair à canon contre un mur. Souvent le cas. Ouais, c'était tellement frustrant. Et voilà. Bon, après, il m'a envoyé son deuxième roman. Pour le coup, c'est pas qu'il m'a pas plu, mais c'était un roman somme très très réaliste qui avait aucun rapport avec ce qui m'intéressait. Et voilà. Et je pense pas que son deuxième roman ait été publié. Voilà. Cela dit, pour la petite histoire, ce grand éditeur, cette grande maison d'édition, lui a quand même proposé de publier son deuxième roman. Parce que ces gens ne sont pas du tout inhumains, ils savent que les premiers romans c'est difficile, donc ils ont laissé sa chance à cet auteur avec ce deuxième roman, et c'est lui qui était tellement mécontent de la première expérience qu'il n'a pas voulu re-signer avec eux. Là, je parle vraiment dans le vague sans dire l'éditeur, le texte, l'auteur. On va tous chercher. C'était en quelle année, David? Non. On sait à peu près. Quelqu'un a une autre question? Oui, moi j'ai une autre question, c'est par rapport à la presse. Quelles sont vos relations avec les journalistes littéraires? Est-ce que vous avez l'impression que votre maison est soutenue par la presse généraliste? Alors non, les forges ne sont pas du tout soutenues par la presse. Je pense qu'il y a différentes raisons. Il y a une raison toute simple, c'est que la presse c'est difficile. La deuxième raison, c'est que je pense que moi, je me suis beaucoup concentré en termes d'énergie sur les libraires pendant plusieurs années et on ne peut pas tout faire. Donc, j'ai des attachés de presse qui sont très bien, mais effectivement, elles ont aussi besoin que moi, je fasse plus pour les accompagner. Et je pense que les forges incarnent quelque chose, alors ça va faire très prétentieux, mais d'un peu nouveau. Alors, c'est ce découpage, cette ligne éditoriale qui est un peu originale, qui n'est pas révolutionnaire non plus, mais qui ne rentre pas… Et une identité. Voilà, mais c'est-à-dire que ça ne rentre pas dans le logiciel de certains journalistes. C'est-à-dire qu'il y a certains journalistes pour qui on n'est pas assez snob, pour d'autres, on n'est pas assez populaire. Et en fait, le but des forges, c'est d'être juste à mi-chemin des deux. Donc, voilà, non, on est très, très peu soutenus. Il y a 2-3 journalistes qui nous ont toujours soutenus. Moi, une de mes très grandes fiertés, c'est que la Belgique, qui est la terre de mes ancêtres, a toujours soutenu les forges, notamment en presse. Et tout simplement parce que les Belges ne savaient pas que les forges étaient une petite maison. Et donc, ne nous ont jamais snobés. Et moi, j'ai fait quelque chose, c'est que dès le début, j'ai envoyé tous mes livres aux journalistes belges. Et j'ai appris par la suite que les éditeurs parisiens oubliaient souvent de le faire. Et voilà. Et donc, on a toujours eu une très bonne presse en Belgique. Voilà. Avant que certains ne nous quittent, est-ce qu'on peut faire un screenshot juste tout le monde? Donc, mettez-vous sur votre meilleur profil, évidemment. J'en avais déjà fait un super beau que je vous l'enverrai. Ouais, tu nous l'enverras. Allez, c'est bon. Avec ou sans verre de vin? 3, 2, 1. Top. C'est bon? C'est bon. Super, il a mis ses lunettes. Youhou! Ok. Et si quelqu'un a une autre question, n'hésitez pas. Moi, c'est juste pour rebondir sur ce qu'on a dit par rapport aux journalistes. Du coup, comment est-ce que vous faites parler de vous, en fait? Alors, sur les journalistes, on a quand même des attachés de presse. Alors, quand je dis des attachés de presse, c'est selon le livre. Ce n'est pas la même attaché de presse selon la ligne du livre, s'il est plus imaginaire ou plus littérature générale, plus satirique ou plus classique. Les autres techniques, c'est les libraires, en fait, hein, tout simplement. Il y a les libraires. Il y a effectivement, les forges travaillent beaucoup avec les blogs et les Instagrammeurs, Instagrammeuses, mais c'est vrai que ce travail, ça consiste plus quand les gens m'écrivent en disant « Est-ce que vous avez un service de presse ?» leur envoyer et parfois, quand j'ai le temps, leur demander s'ils ont eu le temps de le lire. Voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que c'est plus par manque de temps que je ne le fais pas plus. Mais voilà, il y a ce petit travail de presse.
ce travail sur les réseaux sociaux et surtout ce travail permanent auprès des libraires. Ok. Mais en fait, c'est lié à un truc très simple. C'est que, en fait, sur certains textes, on a eu beaucoup de presse, mais si votre livre n'est pas présent en grande quantité en librairie, ça ne sert à rien d'avoir la presse. Mais vraiment, rien du tout. Voilà. Donc, mieux vaut s'assurer d'avoir des livres en pile chez les libraires et après, vous essayez d'avoir de la presse. Voilà. Mais moi, les premiers prescripteurs des forges, c'est les libraires. C'est-à-dire, c'est très simple. Les libraires, quand ils ne connaissent pas, ils vont soit pas prendre un livre, soit le prendre un exemplaire. Moi, mon but, c'est que ce soit pris en plusieurs exemplaires, que ce soit lu par le libraire ou la libraire, qu'il le défende. Et je sais que les livres des forges sont lisibles et vendables. Voilà. Et que quand ils sont… Moi, il y a des libraires qui ont vendu 600, 700 exemplaires d'un seul livre des forges. Voilà. Mais parce que je pense que l'idéal des forges, qui est un idéal à la fois populaire et pointu, qui vient en fait du fait que quand j'étais étudiant, je faisais beaucoup de théâtre étudiant et j'étais fasciné par Jean Vilar, Antoine Vitesse et cette notion de l'élite pour tous. C'est-à-dire, il faut… Alors, autre parallèle, cette fois-ci pas entre l'enseignement et l'édition, mais entre la politique et l'édition. Je pense que l'édition, c'est politique, au sens où la politique, quand elle est noble, c'est dire les choses les plus radicales possibles au plus grand nombre possible. C'est-à-dire pas en étant clivant, pas en cherchant à avoir 51% pour soi, mais essayer de créer des consensus dans la population où, à la fin, l'homme ou la femme politique ne fait qu'exaucer le vœu de la population. Et ben, là, je suis en mode freestyle total, donc voilà. Mais les bouquins des forges, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est des bouquins qui ont une forme de radicalité, qui est une petite radicalité, mais qui peuvent être lus par tout le monde. Et moi, les moments de contentement en tant qu'éditeur, c'est quand il y a des gens qui, dans leur bibliothèque au fin fond de la Belgique, enfin la bibliothèque municipale, ont trouvé un livre des forges, n'avaient jamais entendu parler de l'auteur, du titre ou de la maison d'édition, et font une découverte. Et nous écrivent pour nous dire oh, « c'était génial, j'ai adoré ça, ça et ça dans ce livre », et voilà. C'est ce qui va se passer après cette réunion. Ouais. Justement, en parlant de prescription, vous parlez des libraires, mais finalement, vous pensez quoi de l'apport des blogueurs, des Instagrammeurs sur la visibilité des livres, ou même voir sur leur vente? Est-ce que vous avez vu un changement justement dans la façon dont vos livres se vendent? Est-ce que vous auriez un exemple concret ou… Alors là, on va parler très honnêtement. Moi, j'aime beaucoup les blogueurs parce qu'il y a une époque lointaine, j'avais moi-même des blogs. Voilà, j'ai juste plus le temps de les faire. Je pense que je suis parfois extrêmement content d'avoir des recensions sur certains blogs, pas parce que la recension est laudative, mais parce qu'elle est très fine, elle est cultivée, elle met en rapport avec d'autres textes, elle donne envie de lire d'autres textes. Parfois, ces posts de blog n'auront aucun impact sur les ventes, mais ce n'est pas très grave. Voilà. C'est-à-dire ça apporte de l'intelligence, ça contribue à la conversation collective. Sur Instagram, je suis très content parce que les couvertures des forges se prêtent bien à Instagram et puis ça nous a fait découvrir par certaines personnes. Voilà. Après, chiffrer ça sur les ventes, c'est très difficile. C'est comme la presse. C'est-à-dire, pour moi, c'est parallèle à la presse. Ça fait parler des livres, ça fait parler de la maison d'édition, mais je suis incapable de chiffrer l'impact sur les ventes. Non, moi, je suis content parce que sur Instagram, je suis étonné par le professionnalisme des gens. C'est genre la qualité des photos, la qualité en termes de communication, le sens de la communication. Moi, ça me fascine. Sur les blogs, il y a des très, très belles plumes. C'est des gens avec qui j'aime travailler. Voilà, c'est agréable. Après, c'est vrai que je ne peux pas dire que c'est un impact très fort économiquement, mais ce n'est pas très important. Moi, c'est très simple. L'impact économique, je le redis, c'est les libraires, en fait. Par contre, alors pour dire quelque chose de très franc, c'est quelque chose qui a changé, c'est que depuis quelques années,
les blogs et les blogueurs, les Instagrammeuses, Instagrammeurs intègrent parfois des jurys. Et là, ça a potentiellement un très, très gros impact. Voilà. Je pense que… Alors, ça doit être une arrière-pensée. Encore faut-il qu'ils aient le choix des livres à choisir. Oui, c'est vrai. Mais je pense que chez beaucoup d'éditeurs ou d'éditrices, maintenant, c'est une arrière-pensée qu'ils ont, c'est-à-dire ce qui va être important chez le contact avec tel blog ou telle Instagrammeuse, c'est qu'ils vont intégrer des jurys. Mais moi, par exemple, c'est assez rare quand même que j'écrive spontanément à un blog ou à un compte Instagram. C'est généralement les gens qui débutent la conversation. Mais ça rejoint ce que je disais… Est-ce que c'est vous qui gérez l'Insta justement de Forges de Vulcain? Oui, oui. Non, là, je sais pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que dans une petite structure, ce que la dirigeante ou le dirigeant doit garder, c'est la stratégie et la communication. Alors, pas l'exécution de la communication, mais au moins la conception. Et j'ai l'impression qu'un des actifs des petites maisons d'édition, c'est que les lecteurs-lectrices peuvent être en contact avec l'éditeur ou l'éditrice. Donc, autant garder la main directement sur ça. Donc, oui, c'est moi qui gère tout ça. Je ne vois même pas comment je pourrais le déléguer. Si personne n'a d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là. Je crois qu'il est 20h de mémoire. Je ne sais pas si tout le monde veut continuer, on continue, hein, mais je pense que certains ont peut-être faim ou des enfants à gérer. C'est ça. Alors, merci beaucoup, David. Merci infiniment pour le temps que tu nous consacres. C'est inestimable. Donc, merci infiniment et on se contacte très vite avec le nombre de stories qui va pulluler d'ici 20 minutes. Même pas. Énormément. Merci, David. À très bientôt. Ciao. À bientôt, David. Au revoir. Merci, Anthony. Merci Anthony. Merci à vous. Merci à vous. Merci, Anthony. Au top.